Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être connectés ce matin pour le webinaire sur la gestion des émotions à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. Je suis Julie Defosse, psychologue du travail chez Ostra et je suis référente du site de Montigny et de Rambouillet. Donc, on a peut-être déjà échangé avec certains d'entre vous. Je vais laisser ma collègue se présenter aussi. Bonjour à tous, je suis Justine Tedeschi, psychologue du travail chez Ostra. Je suis référente sur le site des Mureaux, donc pour ceux qui me connaissent déjà. Avant de vous commencer, on va vous présenter déjà ce que c'est que la Journée mondiale de la santé mentale, parce qu'en parlant c'est bien, mais en sachant ce que c'est mieux. Donc ça a été créé en 92 par la Fédération mondiale de la santé mentale. L'objectif, c'est bien sûr de sensibiliser le public aux enjeux de la santé et de lutter contre la stigmatisation. C'est soutenu notamment par l'OMS et les Nations Unies. Elle est célébrée chaque année avec un thème spécifique. Donc pour ceux que ça intéresse, cette année, le thème, c'est l'accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence. Bien sûr, cette journée, elle vise à promouvoir, le bien-être psychologique qui commence de plus en plus à se démocratiser et tant mieux, mais qui reste encore parfois, pas assez, partagé. C'est encourager l'accès aux soins pour tous et favoriser le dialogue ouvert sur les troubles mentaux. Donc c'est vraiment une belle occasion pour, les gouvernements, les professionnels et les citoyens de s'unir pour améliorer la santé mentale, mondiale. Donc dans ce cadre-là, nous aujourd'hui chez Ostra, on vous propose un webinaire sur la gestion des émotions, puisque les émotions, elles font partie intégrante de notre quotidien, elles influencent nos décisions, nos relations et notre bien-être et hop, pardon, excusez-moi. Et elles nous permettent, d'apprendre à les connaître et les comprendre. C'est aussi, vivre plus facilement autant sur le plan professionnel que le plan, personnel. Ensuite, avant de commencer, chez Ostra, avec l'équipe des psys, quand on intervient en entreprise pour des sensibilisations, on aime bien proposer un cadre de bienveillance, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va bien se passer ce matin pendant ce webinaire. Nous, on vous propose dans le chat ou à la fin, quand on débloquera les micros, pour échanger, d'être à l'écoute les uns des autres et de respecter surtout l'opinion de chacun. On n'a pas tous le même vécu, les mêmes expériences professionnelles, donc si jamais vous partagez vos expériences, merci de respecter les expériences des uns des autres, maintenir une communication positive, avoir une posture constructive, bien évidemment, sans jugement ni interprétation. L'objectif, c'est de faire en sorte que les échanges restent confidentiels. Comme vous pouvez le voir, un enregistrement est en cours, donc attention, si jamais vous voulez parler d'une situation que vous avez pu rencontrer pour participer, ne mentionnez pas le nom de vos collègues, de vos collaborateurs ou des personnes concernées pour la situation. Elles ne souhaitent peut-être pas être citées lors de cet échange. Vous n'êtes Et si même c'est pas bon obligé pour de vous, dire, de quelle entreprise vous êtes. voilà, c'est ça. Si jamais tout ça c'est bon pour vous, eh ben, je vous propose qu'on démarre avec la responsabilité de l'employeur. Donc, on va commencer en fait cette présentation par un petit rappel dans le cadre de l'article 41-21-1 du Code du travail, hein, que vous connaissez sûrement très bien. Il est stipulé que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Souvent, on est bien au courant que l'employeur doit s'assurer de la santé physique avec le port de PI en fonction des activités, mais la santé mentale, c'est un peu mis de côté. Et c'est pour ça qu'on aime bien le rappeler lors de nos sensibilisations. Et ces mesures, elles impliquent plusieurs actions. L'évaluation des facteurs de risque, donc ça se fait au moment de la rédaction du document unique. On va venir évaluer tous les facteurs de risque pour chercher à diminuer les effets de ces facteurs, parce que parfois il y a des risques qui sont inévitables. Donc quand ils sont présents et inévitables, eh ben, on va chercher à diminuer leurs effets. Et ensuite, limiter les conséquences des dommages. Les risques psychosociaux, vous en avez certainement déjà entendu parler. Ce sont
le stress et les violences, mais avant ça, vous avez des facteurs déclencheurs qui sont répertoriés par l'INRS dans le rapport GOLAC. Donc, ce sont toutes les petites bulles que vous voyez apparaître. Euh, Ce sont les facteurs des RPS. Vous avez l'intensité et la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, l'exigence émotionnelle, le manque d'autonomie au travail, les rapports sociaux au travail dégradé, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Donc tout ça, ça va venir déclencher les risques psychosociaux. En fait, c'est tout simple. Les risques psychosociaux, ce sont le stress au travail, comme j'ai dit, les violences internes et les violences externes. Et bien évidemment, les risques psychosociaux génèrent des effets sur la santé des salariés et par la suite sur l'état de l'entreprise. Donc pour vous parler un petit peu plus, rapidement des violences internes et violences externes. Donc quand on entend violences internes, on parle des violences qui vont avoir le lieu à l'intérieur de votre entreprise, donc entre, les équipes, entre les managers ou entre les managers et les équipes. Et les violences externes, ça va être tout ce qui va se passer et qui vient en fait de l'extérieur de votre entreprise. Donc si vous jamais vous êtes, vous avez avec vous, des clients, des prestataires, des usagers et cetera et cetera. Donc c'est les violences qui viennent de ces personnes-là. Ces violences-là, elles se décompensent en plusieurs choses. On parle d'incivilité, de vandalisme, d'agression verbale, d'agression physique. On va pas vous les préciser plus que ça aujourd'hui, mais sachez que si jamais c'est des choses auxquelles vous êtes souvent confrontés, vous pouvez bien entendu faire appel à nous. On pourra vous aider sur le sujet. On va faire un petit focus sur le stress. Le stress, c'est un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et des ressources dont elle dispose pour y faire face. C'est-à-dire que c'est une petite balance personnelle qu'on a tous, chacun, et qui, en fonction d'une situation, pour les uns ou les autres, ne va pas être vue de la même manière et ne va pas être vécue de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, si jamais, pour moi, animer un webinaire, c'est quelque chose de facile. J'en fais depuis, des années, donc je vais avoir des ressources qui vont venir contrebalancer ces contraintes qui sont, bah, de parler, devant, là actuellement nous sommes 118 personnes, donc je pourrais être stressée, je pourrais avoir peur de bafouiller, de pas trouver mes mots, mais j'ai les ressources qui montrent que oui, ça peut m'arriver. Oui, je sais que, bah, des fois on peut bafouiller ou on peut, buter sur des mots, mais en même temps je connais mon sujet, je me sens en confiance, donc ça vient contrebalancer et rééquilibrer, ma balance, du stress. Généralement, ce déséquilibre, il peut venir également de nos émotions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, c'est quoi? L'émotion, c'est le résultat d'une interaction entre l'environnement et le monde interne. C'est-à-dire que l'émotion, elle implique des phénomènes neurologiques, biologiques, comme les sensations physiques, psychologiques, comme la perception, on en parlait tout à l'heure, des différentes situations, et elles peuvent être plusieurs à se chevaucher en même temps. On peut très bien se dire, «Je suis triste et en colère en même temps, je suis heureuse et en même temps triste en même temps». Enfin, c'est des doubles émotions, voire des triples émotions que parfois on a déjà rencontrées et qu'on sait que c'est possible. Les émotions, ce sont des réactions qui sont spontanées. Elles émergent et elles disparaissent. Elles sont de différentes durées, ça peut être de quelques secondes à plusieurs minutes, en fonction aussi du degré, d'intensité de votre émotion. Elles sont complexes et elles peuvent comporter différentes réactions simultanées. Elles sont automatiques, ce qui veut dire que généralement, elles sont difficilement contrôlables. Vous ne pouvez pas arrêter ou stopper net une émotion. Quand elle est là, elle est là. C'est automatique, c'est une réaction. Et elles ne peuvent pas, c'est ce que je vous disais, être modifiées directement. Ce qui est très important à retenir, c'est que toutes les émotions, elles sont légitimes d'être vécues. Bien sûr que parfois en entreprise, c'est plus difficile de pouvoir parler de ces émotions ou du moins de pouvoir les montrer, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que même si parfois en entreprise, on ne peut pas montrer ses émotions, ce n'est pas pour autant qu'elles sont pas légitimes. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez est légitime pour vous de votre propre perception. C'est ça, en fait, comme le dit ma collègue, toutes les émotions sont légitimes parce qu'elles comportent toutes un message important. Donc là, on vous propose une petite illustration issue d'une bande dessinée qui vient vulgariser la gestion des émotions.
qui s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi. On en reparlera un petit peu à la fin. En fait, une émotion, elle a un message important à venir vous délivrer. Ce qui compte pour elle, comme c'est écrit sur l'illustration, c'est d'être bien sûr que vous ayez reçu le message. Sauf que parfois, c'est pas toujours très agréable, certaines émotions. Il n'y a pas que des émotions, on va dire, positives, entre guillemets. Donc, on peut aussi fermer la porte, être dans le déni, entre grosses guillemets, hein, parce que le déni, c'est tout un concept, et ne pas vouloir écouter les émotions. Mais pourtant, elle a un message super important à nous faire passer. Donc, elle va un peu tambouriner à la porte, parce que pour elle, la priorité, c'est que vous receviez le message. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand le message n'est pas entendu? Ça va être la somatisation. Qu'est-ce que c'est que somatiser? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le verbe signifie exprimer une souffrance psychique ou émotionnelle par des symptômes physiques, souvent sans cause médicale identifiable. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir mal quelque part ou d'avoir une réaction physique, d'aller chez le médecin, de faire des examens et que rien de mécanique, de biomécanique n'apparaisse au résultat. Et ben, c'est ça le principe de somatiser. C'est un mécanisme inconscient par lequel le corps traduit des tensions internes, stress, angoisse, conflit, en manifestation corporelle, douleur, troubles digestifs, fatigue, on reverra plus tard, mais il y a plein de symptômes. Cela peut concerner aussi des troubles psychosomatiques, fonctionnels ou somatoformes, pour plus rentrer, on va dire, dans le détail. Et on parle souvent de somatisation, comme je vous l'ai dit, quand les examens médicaux ne révèlent rien d'anormal, mais que la personne souffre réellement de quelque chose. Alors, c'est là que ça va être frustrant parce qu'on a tendance à penser qu'en premier lieu, il y a une problématique mécanique, hein, comme on le disait, mais quand ça ne se révèle pas mécanique, bah là, il va falloir venir creuser du côté du psychisme, des émotions et des messages qu'on n'a peut-être pas voulu entendre. Et donc finalement, ce message qu'on n'a pas entendu, qu'on ne veut pas entendre, auquel on a fermé la porte, bah, c'est le corps qui va le réceptionner. Donc, comme je vous le disais, il y a plein de symptômes qui sont fréquents et qu'on rencontre, nous, avec Justine, en entretien individuel avec nos salariés, hein, qui viennent nous exprimer leurs souffrances. Ça commence par des symptômes, des troubles somatiques, comme des troubles du sommeil, avec des insomnies, des cauchemars, des réveils, des difficultés à l'endormissement, des difficultés au réveil, l'affaiblissement du système immunitaire, des personnes qui sont souvent malades, qui enchaînent un peu les rhumes, les grippes, les pathologies, des douleurs, des troubles musculo-squelettiques, des douleurs au niveau du dos, des articulations, des troubles digestifs, des personnes qui ont des douleurs au ventre, des maux de ventre, qui se plaignent d'avoir la boule au ventre, d'être constipées, ou des troubles alimentaires, des personnes qui ont plus faim, qui au contraire mangent beaucoup plus qu'avant. Vous avez aussi des troubles cognitifs, comme la perte de mémoire. Vous oubliez votre mot de passe alors que d'habitude vous le connaissez, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous oubliez des réunions alors qu'elles étaient notées dans votre agenda, des choses comme ça. Des difficultés de concentration. En réunion, vous avez du mal à tenir le fil, vous passez souvent d'une idée à l'autre dans votre tête, vous décrochez, ou alors vous n'arrivez pas pendant une heure à rester concentré sur un sujet, c'est plus fort que vous prenez votre téléphone, vous regardez certaines applis, ou alors vous parlez avec votre collègue à côté, et une baisse de la vigilance. Là, on peut parfois aussi apercevoir des fautes professionnelles, hein, comme par exemple dans le secteur médico-social, des erreurs de traitement dans les ordonnances des patients ou aussi des accidents de trajet, des accidents de travail, parce que forcément, on est moins vigilant que d'habitude. Et après, vous avez la catégorie des troubles psychologiques qui peuvent intervenir, comme l'irritabilité. Alors ça va de pair souvent avec la fatigue, hein. On est plus facilement irritable, on va s'énerver plus facilement, l'agressivité, la tristesse, l'anxiété. Et les addictions, dont on parle aussi souvent en santé au travail, avec une consommation plus importante de tabac, ou alors des personnes qui avaient arrêté de fumer et qui reprennent le tabac parce que période de stress trop intense, une consommation plus importante de café, parce que comme on est fatigué, ben, on compense. Parfois, ça peut être aussi l'alcool, pour pouvoir réussir à couper après le travail, se détendre, ou même pendant le temps de travail, parce que le stress est tellement intense qu'il faut venir essayer de canaliser tout ça, et la consommation de stupéfiants.
Donc l'important à retenir là-dedans, c'est que, la santé mentale, ça va, elle dépend en fait de tout cette capacité de pouvoir gérer vos émotions et de pouvoir éviter d'avoir ces symptômes qui apparaissent. On peut parler aussi d'anxiété, de stress chronique, de dépression, de troubles de l'humeur et de burn-out émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, l'accumulation des ressentis qui n'est non exprimé, vous essayez absolument de vous asseoir sur votre valise des émotions en disant: «C'est pas grave, je gérerai plus tard», bah, finalement, ça peut amener à un épuisement psychique. C'est ça. Mais au contraire, si vous acceptez d'écouter vos émotions, et donc on va reprendre un peu le schéma de tout à l'heure de l'émotion qui vient toquer à la porte, et ben en fait, elle va repartir aussitôt. Donc, prenons pour exemple, vous cassez une assiette chez vous, vous êtes triste parce que c'était une assiette auquel vous teniez. Vous ressentez de la tristesse, vous ouvrez votre porte, vous êtes un peu triste, vous acceptez d'être triste, vous le verbalisez, vous l'exprimez, et hop, après, vous pouvez refermer la porte et la tristesse est partie. Si l'émotion toque depuis longtemps, par contre, la porte est un peu coincée parfois, et c'est là que ça peut devenir compliqué parce qu'elle va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour s'exprimer. Sachant, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, que les émotions, elles peuvent se cumuler. Donc si vous refusez d'ouvrir la porte, parfois il y a de la tristesse qui peut se cumuler à de la colère, qui peut se cumuler à encore de la tristesse d'une autre situation. Et là, bah, le moment où vous ouvrez la porte, c'est un peu le bouchon, quoi. C'est important d'exprimer, ses émotions. Ça permet de protéger votre cerveau, de réguler votre stress, mais aussi, bah, ça soutient des interactions sociales parce que c'est grâce à la parole qu'on arrive à mieux s'exprimer, à mieux vider son sac et notamment, c'est ce qu'on dit souvent nous en tant que psychologue, on va pas voir un psy que quand on est fou, mais on peut aller voir un psy notamment parce que, bah, cette émotion avec laquelle vous avez fermé la porte trop longtemps, vous allez avoir besoin de l'aide d'un psychologue pour réussir à ouvrir doucement cette porte et consoler cette émotion qui n'a pas été écoutée depuis bien trop longtemps. Donc, dans la définition des émotions, ce qu'on essaye de vous expliquer notamment, c'est qu'il n'existe pas de mauvaises émotions. Elles peuvent parfois être désagréables et inconfortables. C'est plutôt une réaction comportementale qui s'ensuit qui peut être dommageable. C'est-à-dire, bah, quand on est en colère et qu'on tape, quelqu'un, qu'on tape un mur et cetera, là, ce sont des comportements ou des réactions comportementales qui sont dommageables. On parle de comportements appropriés ou inappropriés face à une situation donnée. Le plus important, en fait, c'est de se dire que si on contrôle ou qu'on gère son émotion, bah, on va réussir à avoir des comportements appropriés face à cette émotion. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que dès que je suis en colère, je vais taper un mur, mais plutôt, je suis en colère, je me permets de verbaliser cette colère. Alors bien sûr, avec hem, le politiquement correct, mais au moins, je réussis à la verbaliser pour éviter un comportement inadapté. Ce qui est important de savoir, c'est que l'émotion, c'est un mouvement. Émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire mouvement, littéralement. Donc une émotion, c'est une énergie qui nous met en mouvement. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué. La colère, c'est un mouvement qui repousse. On l'utilise souvent pour poser des limites, pour défendre son espace vital. Donc on a tendance, enfin, sans peut-être s'en rendre compte parfois, mais quand on est en colère, soit à repousser quelque chose, par exemple, vous avez reçu un mail qui vous énerve, vous pouvez repousser votre ordinateur et partir. Le plaisir, la joie, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui est utile pour nous faire, aller vers nos buts. C'est aussi ce qui nous permet parfois de nous lever le matin. On est content de la journée qui va arriver parce que c'est votre anniversaire, parce que c'est Noël, parce que vous allez revoir une collègue que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Bah, on est content, donc on va avoir tendance à se préparer plus vite, avoir l'impression que le chemin pour aller au travail, bah, il est passé, plus rapidement et donc du coup, bah, ça nous fait avancer. La tristesse, c'est un mouvement vers le bas, il est utile pour nous aider à lâcher prise. En général, quand on parle de quelqu'un de triste, on va dire que, bah, déjà, il a la bouche qui va vers le bas, il va être un petit peu plus, avachi parce que, bah, on a souvent l'impression quand on est triste aussi de porter le poids du monde ou du moins le poids de nos émotions, sur nos épaules. Mais ça nous aide aussi parfois de relâcher vraiment notre posture pour aussi relâcher nos émotions. Ça vient du corps.
Et la peur, c'est un mouvement de recul. Il est utile pour réagir rapidement en cas de danger. Hem, la peur, ça peut se traduire de plusieurs, manières différentes. Nous, en sensibilisation, on dit souvent que dans notre tête, on a une alarme et en fait, on a une bulle autour de nous, notre bulle personnelle et quand quelqu'un rentre dans notre bulle personnelle, ça enclenche l'alarme et on a tendance à reculer. Du genre, si quelqu'un parle trop près de vous, donc il est rentré dans votre bulle sans votre consentement, allez avoir tendance à reculer pour retrouver votre espace personnel et ne plus vous sentir en danger face à cette personne qui est trop proche de vous. Et en fait, c'est la peur qui, de manière totalement inconsciente, vous fait reculer. C'est ça, comme le dit Justine, en fait, vos émotions, elles vont vous permettre de vous mettre en mouvement et c'est aussi des mécanismes, parfois, comme la peur, un mécanisme de défense. Et c'est du coup naturel de reculer quand on se sent agressé. De la même manière, c'est naturel d'avancer quand on se sent en confiance. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte ces émotions. Donc le rôle des émotions, elles nous permettent de nous motiver et de nous organiser pour agir. Elles nous permettent de réagir rapidement et instinctivement aux situations vécues. Donc c'est ce que je vous disais juste avant avec le mouvement que procurent les émotions. Elle communique avec les autres et les influence. Pouvoir dire à quelqu'un qu'on est en colère par rapport à une situation, c'est aussi potentiellement aider la personne à se remettre en question sur sa manière de, s'adresser aux autres. Ou dire que quelqu'un, en tant que manager, vous reconnaissez le travail d'un de vos collaborateurs, ça va lui procurer de la joie, du plaisir, donc du coup, il va tendance à avancer, vers vous et donc du coup, enfin, métaphoriquement, à aller dans le même sens que vous et à continuer de produire un bon travail pour que vous continuiez d'être reconnu. Elle communique avec nous sur les situations vécues, sur nos besoins et on s'est permis de reprendre encore une fois une petite illustration. En fait, se stresser par rapport à une émotion, on a pris le stress, se stresser de ne pas avancer, c'est comme d'accélérer alors que le frein à main, il est verrouillé. C'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas enlevé votre frein à main, mais vous vous appuyez absolument sur l'accélérateur, votre voiture, elle ne bouge pas. Alors que si vous acceptez d'écouter votre émotion, de l'accepter, le frein à main, il va automatiquement s'enlever et vous allez pouvoir rouler plus facilement et en toute sérénité. Donc ces émotions et cette gestion des émotions, ça a des conséquences, sur le collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se sent pas bien et qu'on a du mal à gérer nos émotions, c'est pas toujours de notre fait, hein, encore une fois, on le disait tout à l'heure, ce sont des émotions, ressenties et inconscientes, donc ce qui est important, c'est plutôt de les écouter. Ça a des conséquences sur le collectif de travail parce que ça peut dégrader des relations. Quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de ses émotions ou qui va, très mal les exprimer, ça peut créer, des conflits, des incidents dans l'équipe, une diminution des collaborations parce qu'on n'a pas envie de travailler avec telle ou telle personne parce que, elle ne gère pas bien ses émotions ou au contraire, elle s'assoit tellement dessus que du coup, elle est devenue insensible aussi à ce que nous, on peut ressentir et ça peut causer de l'absentéisme. Ce qui a aussi des conséquences du coup sur l'organisation du travail, c'est-à-dire un turnover, une démotivation, une baisse d'efficacité et de qualité, des accidents de travail, ou des accidents de trajet qui sont plus nombreux étant donné qu'on fait moins attention à soi et une détériorisation de l'entreprise. Ça peut aller jusqu'au litige juridique à partir du moment où quelqu'un, considère qu'il a été maltraité, par son entreprise. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'état de souffrance, c'est la conséquence d'un déséquilibre. On vous l'a présenté, la balance, en parlant du stress, mais c'est pareil pour les facteurs de risque. À partir du moment où vous avez plus de contraintes que de ressources, vous allez rentrer en état de souffrance à cause de ce déséquilibre. Et les facteurs de risque psychosociaux que je vous ai présentés tout à l'heure peuvent être des contraintes comme des ressources. Il n'y a aucune situation professionnelle où on ne rencontre aucune contrainte. En tout cas, pour le moment, je n'en ai pas encore rencontré. Euh, mais toutefois, si par exemple on a une intensité de travail qui est très élevée parce qu'on a beaucoup de missions, que l'entreprise se développe, beaucoup de clients,
mais qu'à côté de ça, on a des horaires fixes, de la reconnaissance de la part des managers, qu'on s'entend bien avec ses collègues, qu'il n'y a pas de violence verbale, physique au sein de l'entreprise, bah, ça va venir réajuster la balance. L'important, c'est de se dire que plus on va analyser ces facteurs de risque en amont, et plus on pourra les maîtriser et faire en sorte de garder la balance à l'équilibre. Pour revenir sur les émotions, pourquoi doivent-elles être exprimées? Alors, vous l'avez peut-être un petit peu compris avec la présentation de Justine. Les émotions, ce sont des signaux internes qui nous aident à comprendre nos besoins et à nous adapter. Euh, L'intelligence, hein, parfois, peut se définir comme le fait d'être en capacité de s'adapter au monde tous les jours. Donc, l'intelligence émotionnelle, ça va être le fait de comprendre ses émotions pour pouvoir s'adapter. Les refouler, comme on vous l'a dit, ça revient à ignorer une partie essentielle de soi et en fait à activer le frein à main et ne plus réussir à avancer sereinement. Les émotions sont donc vouées à l'expression et non au refoulement. Et on vous présente une petite bulle avec les différents termes qui viennent autour des émotions. Et en fait, c'est un petit schéma que vous allez pouvoir retrouver aussi hein, dans la bande dessinée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Parce que c'est pas toujours évident. Parfois, on pleure, mais on ne sait pas toujours pourquoi on pleure. Parfois, on est content, mais on ne sait pas pourquoi on est content. Ça arrive aussi, même si c'est un peu plus rare. Et tout l'intérêt d'exprimer, de comprendre ses émotions, c'est de pouvoir mettre des mots dessus aussi. Ben voilà, de dire je me sens triste parce que je suis perdue, parce que je suis désespérée, ou je suis en colère parce que je suis envieux de la situation de quelqu'un, parce que je suis irritée, agacée. Et ça peut être aussi l'inverse, de se dire, bah là, je me sens un peu bloquée, un peu épuisée, euh, je m'ennuie, je suis mélancolique, mais du coup, ça veut dire que je ressens de la tristesse. En fait, c'est important de trouver le mot qui décrit le mouvement qui se passe en vous pour comprendre vos émotions. Donc, comme on l'a dit, l'objectif, hein, c'est de retrouver un équilibre grâce à tous ces petits conseils qu'on vous donne et vous pourrez aller plus loin en consultant cette bande dessinée si vous le souhaitez, afin de vivre le plus sereinement possible votre situation de travail, mais aussi votre vie personnelle, hein, parce que ce sont des conseils qui s'appliquent aux deux sphères. L'objectif, c'est de réfléchir à comment alléger vos contraintes et renforcer vos ressources. Nous, quand on est en entretien individuel avec les salariés, ils nous expriment souvent toutes leurs contraintes, hein, parce que s'ils viennent voir un psychologue, c'est qu'en général, il y a des choses qui ne vont pas bien. Et ensuite, nous, on va venir travailler sur comment renforcer les ressources et alléger ces contraintes. OK, il y a des contraintes qui existent, mais quelles sont vos ressources et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux contraintes pour les diminuer? Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'important, c'est d'identifier ses émotions. Donc, se questionner sur les émotions ressenties pour mieux comprendre son besoin, son message et s'adapter. Pour ça, on vous propose un petit schéma que vous pourrez retrouver sur un de nos flyers. C'est-à-dire qu'on identifie l'émotion. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la peur? Quel est le message? Bah, je suis en colère parce que mes valeurs ont été bafouées. J'ai peur du danger, de l'inconnu. J'ai jamais animé de webinaire. Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Et j'interprète, pardon, donc les besoins qui sont associés au message sous-jacent. Donc mes valeurs ont été bafouées. Mon besoin, c'est d'être respecté et d'être entendu par les autres pour que, à l'avenir, ça n'arrive plus. Ma peur du danger, de l'inconnu, de ne pas y arriver, bah, mon besoin, c'est de sécuriser mon environnement. Est-ce que j'ai toutes les notes qu'il faut pour pouvoir, bien connaître mon sujet? Est-ce que j'ai révisé mon sujet? Est-ce qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas une extinction de voix? C'est aussi, la peur de se dire: «Bah, mince, je suis malade, est-ce que je dois faire ou non, ma mission?» Donc c'est de trouver, en fait, un équilibre et pour retrouver un équilibre, bah, c'est important d'identifier ses émotions. Ça, c'est un bon outil que vous pouvez avoir un peu en post-it pour démarrer, parce que c'est un vrai travail, hein, l'intelligence émotionnelle, ça prend du temps, hein, c'est pas quelque chose d'inné. C'est un bon outil pour commencer.
Et dès que vous ressentez une émotion, d'aller voir le besoin associé pour pouvoir la traiter le plus rapidement possible et aussi agir en fonction de celle-ci. Alors, vous avez aussi un autre outil qu'on peut vous proposer de gestion des émotions. Il y a plusieurs techniques qui peuvent venir vous aider à gérer vos émotions. C'est des ressources qu'on propose parfois à nos salariés, comme la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, ça peut se faire à l'aide d'un sophrologue, d'un psychologue, ou même vous pouvez le faire vous seul avec votre smartphone. Je sais qu'il y a des montres connectées aussi qui le permettent. Il y a un vrai avantage sur l'état de santé. Il y a des études qui montrent que la pratique de la cohérence cardiaque au quotidien permet vraiment de venir améliorer sa qualité cardiovasculaire et plein d'autres choses. L'objectif, ça va être de venir rythmer votre respiration pour apaiser votre système nerveux et votre rythme cardiaque. Donc, il y a des exercices très simples de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, mais il y a des exercices un peu plus poussés que vous pouvez retrouver sur différentes applications. Après, vous avez aussi la méditation de pleine conscience qui va vous permettre justement de prendre le temps d'observer vos pensées sans jugement et de vous concentrer aussi sur votre respiration. La méditation, c'est aussi le moyen de se poser, de réfléchir à ce qui se passe en soi, qu'est-ce qu'on ressent, parce que bien souvent on a un peu la tête dans le guidon, on est pris par toutes nos tâches ménagères, professionnelles, tous nos impératifs, et en fait on ne se pose jamais vraiment. Et c'est pour ça que beaucoup de nos salariés rencontrent des difficultés de sommeil parce qu'il est hyper important au cours de la journée de pouvoir faire des mises à jour sur ce qui se passe en nous et autour de nous. Et si on ne s'accorde pas des temps un petit peu d'ennui où on ne fait rien, où on n'est pas en train de regarder la télé, son téléphone portable, son ordinateur, en train de travailler ou en train de s'occuper par exemple de ses enfants ou de ses proches, eh ben, on n'a pas ce temps-là de mise à jour. Donc la méditation, ça permet de faire ça. Et puis bien évidemment, vous avez aussi l'exercice physique. Alors là, c'est un incontournable, tous les médecins vous le conseilleront, à savoir que dans des cas de dépression légère à modérée, sans risque suicidaire ou sans crise suicidaire, l'exercice physique a le même impact pour le cerveau que les antidépresseurs. Il y a des médecins ou des psychiatres qui commencent à ne plus prescrire d'antidépresseurs, mais à prescrire de l'activité physique parce que ça a vraiment les mêmes bénéfices pour le cerveau. Donc nous, on encourage toujours nos salariés à marcher si jamais ils ne sont pas forcément très adeptes du sport au départ. Commencer par la marche, mais ça peut être la danse, ça peut être le yoga, ça peut être plein de sports et ça permet aussi d'extérioriser. Souvent, on dit qu'après une bonne séance de sport, on sent, on a vidé. Si on était en colère, on allait courir, ça nous a fait du bien. Bah, c'est vraiment l'objectif, de venir et déjà prendre soin de son corps et aussi prendre soin de sa tête. Un autre outil de gestion des émotions, on vous propose les outils d'expression. Vous avez le journal émotionnel, c'est-à-dire écrire ce que l'on ressent permet de clarifier et de libérer ses émotions. C'est exactement la même chose que, ce qu'on peut voir parfois, chez les adolescents ou même dans les films, les gens qui ont un journal intime. Mais en fait, ce journal, il permet de réellement de poser ce dont on a besoin, pour ensuite réussir à faire le tri et à libérer ses émotions. C'est le même principe que l'écriture intuitive où en fait vous laissez les mots sortir sans filtre pour explorer votre monde intérieur. Vous prenez une feuille, un stylo et vous écrivez tout ce dont vous avez besoin. Ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être également, parfois du dessin, des formes. Mais en fait tout ça, ça va vous permettre de lâcher réellement vos émotions, de prendre du recul, de regarder ce que vous avez créé et de vous dire: «OK, maintenant à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça reflète? Et du coup, quel est mon besoin pour pallier à ces émotions ou du moins pour répondre à ces émotions?»
Et vous avez un incontournable que moi j'affectionne particulièrement, qui est le coloriage, parce que le coloriage, en fait, peu importe l'âge qu'on a et peu importe ce qu'on aime colorier, c'est une réelle méthode qui fonctionne. Vous vous laissez porter par votre concentration pour lâcher prise sur vos émotions. Moi, personnellement, en tant que psychologue, c'est une activité que j'apprécie, faire, notamment le soir après une grosse journée où je vais avoir eu, beaucoup de rendez-vous individuels. Notre métier, c'est quand même d'accueillir la souffrance au quotidien. Donc le soir, ça fait du bien de pouvoir lâcher prise justement sur nous, ce contrôle qu'on a eu pour bah, accueillir les émotions, mais en même temps se protéger d'elles-mêmes. Et donc je lâche prise pour pouvoir colorier et remettre de l'ordre dans mes idées. Donc ça, c'est un cas qui est personnel, mais vraiment le coloriage, ça fonctionne. Ce que je vous conseille, c'est de choisir une image qui résonne un peu avec votre humeur du moment. Alors ça peut être du coloriage. Je sais qu'aujourd'hui on fait beaucoup de cahiers de coloriage. Bah, ça peut être des mandalas, ça peut être sur des personnages Disney, ça peut être sur des paysages de ville. Bref, vous choisissez ce que vous préférez. Choisissez ce que vous préférez. Vous utilisez des couleurs qui vous parlent ou du moins qui ressemblent le plus possible à votre image ou alors qui symbolisent votre émotion. Bah, le rouge pour l'énergie ou la colère, le bleu pour le calme ou la tristesse, le jaune pour la joie, la lumière, etc. Et vous respirez bien et vous vous laissez porter par votre intuition. Le processus le plus important, c'est pas forcément que ce soit joli, mais c'est qu'à la fin, vous vous sentiez mieux. Tout simplement. Vous avez d'autres outils aussi qu'on a répertoriés dans la catégorie, on va dire, outils psychologiques. Mais c'est des petits tips tout simples, en fait, hein. Bien souvent, nous, on dit à nos salariés, ben, en fait, c'est un peu tout bête ce qu'on va vous proposer, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Déjà, c'est de positiver, de transformer les pensées automatiques négatives en formulations plus bienveillantes, plus douces, plus réalistes. Et c'est hyper important parfois aussi de le formuler à l'oral pour que votre cerveau l'entende. Ça va aller, ça va le faire, je vais réussir. Je suis capable de mener à bien cette réunion. Mes projets sont travaillés, bien pensés, bien ficelés, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est hyper important de formuler parce qu'on a tendance à toujours voir le mauvais côté des choses et donc il faut venir un petit peu retrouver l'équilibre en positivant. Après, vous avez une méthode STOP, donc stopper, respirer, observer, progresser pour interrompre une réaction émotionnelle automatique. Ça peut être dans un moment de colère. Alors, c'est très difficile à mettre en place hein, au départ, mais plus vous allez essayer de le faire et plus ça va devenir un automatisme de dire là, stop, je suis trop en colère, je sens, j'ai chaud, mon cœur il bat vite, j'ai les joues toutes rouges, j'ai envie de me battre, j'ai envie d'insulter mon collègue parce que bah, mes valeurs ont été bafouées, et bah stop, je me mets à l'écart, je vais m'isoler quelque part, je sors dehors, je vais dans ma voiture, je respire. Alors là, on peut faire peut-être un peu de cohérence cardiaque, ça dépend du niveau d'énervement. J'observe la situation, je prends du recul et ensuite je peux progresser sans me mettre en danger. Ça permet de reprendre le contrôle. Et puis, vous avez aussi l'auto-ancrage émotionnel. Donc ça, c'est le fait d'associer un geste ou un mot à un état de calme pour pouvoir le réactiver ensuite à votre guise en cas de stress. Par exemple, bah, c'est un peu le doudou de quand on est bébé, mais en grandissant, ça peut être un livre, ça peut être un objet qu'on a acheté en vacances, une sculpture, peu importe. Ça peut être n'importe quoi, un coquillage qu'on a avec nous et que à chaque moment de bonheur, on a avec nous. Et du coup, bah, dès qu'on le prend, ça nous rappelle de bons souvenirs et ça permet de venir réguler et de retrouver un état de calme. En fait, bien souvent, cet auto-ancrage émotionnel, les salariés le font avec la cigarette, qui va venir apaiser quand on est en colère, hein. Quand on est en colère, souvent, on a envie de fumer une cigarette ou on a une grosse journée de boulot, bah, on va aller boire un coup. Et bah là, l'objectif, hein, c'est de ne pas utiliser ni l'alcool ni le tabac, mais d'utiliser un autre objet moins dangereux pour la santé pour retrouver un état de calme et réactiver son bien-être. C'est une astuce, en fait, comme toutes les autres hein, qu'on vous a présentées, qui sont toutes simples, mais qui vous permettent de reprendre le contrôle.
Dans le cadre de ce webinaire, bien sûr, on vous représente les partenaires de la prévention des risques, notamment quand vous sentez que vous êtes dans une situation où vous allez mal et que vous avez besoin d'en parler. Les partenaires, bah, la direction bien sûr, puisque comme on l'a dit au début, elle assure la santé et la sécurité des salariés. Bien entendu, on vous engage, et on vous encourage à aller voir votre direction uniquement si vous sentez que vous pouvez avoir confiance en elle et que vous allez être écouté. Vous avez également le CSE, le CSSCT, ce sont vos élus, c'est dans le titre, hein, vous les avez élus. Ils sont là pour analyser vos conditions de travail, prévenir les risques, faire des enquêtes en cas de danger. Le médecin du travail qui assure le suivi des santé des salariés. Si vous sentez que vous avez besoin, de parler sur une situation professionnelle, c'est le médecin du travail, que vous pouvez aller voir. Le médecin généraliste, c'est votre interlocuteur privilégié, c'est lui que vous allez voir quand vous avez mal, à la tête, au ventre, aux pieds. Bah, quand on a mal à la vie, hein, littéralement, bah, c'est lui aussi qu'on peut aller voir. L'inspection du travail, elle est là pour contrôler et conseiller sur la réglementation et les droits. Elle n'est pas là que pour punir ou mettre des sanctions. Vous avez tout à fait le droit de décrocher votre téléphone, d'appeler l'inspection du travail. Vous êtes sous le sceau de la confidentialité. Vous pouvez leur expliquer tout simplement ce que vous vivez et est-ce que c'est normal ou non et quels sont leurs conseils. Vous avez également le psychologue qui accompagne au soulagement de la souffrance et au renforcement des ressources. Donc c'est lui que vous pouvez aller voir quand vous avez besoin, bah, d'accueillir vos émotions, de les libérer dans un cadre où vous allez vous sentir en sécurité. Et bien sûr, nous, les psychologues du travail, on vous fournit des conseils qui visent à résoudre vos problèmes professionnels et à améliorer vos conditions de travail. On vous donne des tips parfois pour, comme on le disait avant, pour gérer un petit peu mieux vos émotions. Néanmoins, nous, chez Ostra, nous sommes, contrôlés à 2 voire 3 entretiens, par, salarié et par an. Donc on ne peut pas vous assurer un suivi, mais du moins on peut amorcer un travail que vous pouvez continuer après avec un psychologue, de ville. J'insiste, hein, sur le médecin du travail. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le médecin du travail à tout moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre votre visite obligatoire tous les 2, 3 ou 5 ans en fonction de votre poste. Bien évidemment que si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez appeler, prendre rendez-vous avec le médecin du travail à votre demande, qui pourra ensuite vous orienter vers le psychologue si nécessaire. Voilà, donc nous, ce qu'on vous invite à faire, et ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de vous dire, c'est au travail, mais aussi dans votre vie personnelle, prenez le temps de vous demander comment je me sens, comment je vais, et comment je vis la situation, les situations que je suis en train de traverser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est hyper important de s'ennuyer, on va appeler ça comme ça, de ne rien faire pour prendre le temps de se poser ces questions-là et faire un petit peu un point. Et pas juste la tête dans le guidon, on fonce, et puis d'un coup on se rend compte que la moitié de l'année est déjà passée, on est aux fêtes de fin d'année, on n'a rien vu passer, on ne sait même pas ce qui nous est arrivé. Être acteur de son bien-être, pour conclure, ça veut dire ne pas s'oublier, intégrer dans votre quotidien des activités plaisantes. Ça peut être les outils qu'on vous a présentés, mais ça peut être ce que vous avez déjà mis en place, du sport, des activités culturelles, des loisirs manuels. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi à partir du moment où ça vous procure du plaisir et que c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous. Parfois, les salariés nous disent ah oui, oui, j'accompagne mes enfants au foot le week-end. Alors, c'est certainement très agréable de les regarder jouer au foot, mais c'est pas une activité pour vous. C'est important d'avoir des activités vraiment qui vous sont propres. On vous encourage bien sûr à vous déconnecter du travail, des préoccupations professionnelles, hein. Le droit à la déconnexion, on en parle souvent, mais c'est difficile de l'appliquer quand on fait du télétravail, qu'on a un ordinateur portable, un téléphone pro. N'hésitez pas aussi à verbaliser, et ben, c'est ce qu'on vous a invité à faire tout au long de cette présentation, de mettre des mots sur vos mots MAUX. C'est super important parfois de dire écoute, je suis triste aujourd'hui parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Et ben là, l'émotion, elle a été traitée, elle a été analysée, elle a été accueillie. Et vous verrez que de le fait simplement de le dire, ça arrange déjà
en partie la situation. De ne pas vous isoler, bien évidemment, parfois c'est un mécanisme de défense quand on est en situation de souffrance, mais c'est hyper important, hein. On reste des êtres sociaux, on n'est pas fait pour vivre seul. On ne vous encourage pas à passer plus d'une semaine sans contact avec qui que ce soit. Donnez de l'importance aux relations sociales. Allez voir vos proches, vos amis, votre famille, vos collègues. Ne restez pas seul. En tout cas, ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin une journée ou deux de s'isoler un peu parce que voilà, on a été vachement sollicité, mais pas plus d'une semaine. Et prenez le temps de vous reposer. Voilà, bah parfois c'est OK aussi de ne rien faire du dimanche ou du samedi ou de votre jour de repos, de ne rien prévoir parce que ben, on a besoin aussi de se poser, de se reposer et de permettre à son corps de souffler un peu. Donc pour aller plus loin sur les risques psychosociaux, sensibiliser comme, on vient de le faire sur là, la gestion des émotions, c'est un premier pas essentiel pour susciter l'intérêt de chacun et l'implication de chacun. Évaluer les RPS pour mieux les maîtriser, bien sûr à travers, votre fiche d'entreprise, votre document unique, mais également en interne, vous pouvez, nous on vous encourage parfois à faire des petits audits auprès de vos salariés de comment ça va en ce moment. On n'est pas toujours au fait, notamment quand on est manager, de se dire, «Oui ou non, oui, je sais que mes équipes vont bien» ou «Non, en ce moment, je pense que ça ne va pas». Questionnez-les directement, c'est eux qui seront les meilleures, personnes pour vous donner cette réponse et ensuite, voyez avec, bah, nous, notamment votre service de santé au travail, ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie de vos salariés. Ça peut être, grâce à des sensibilisations, que ce soit, psychologue, ergonome, ça peut être aussi auprès de nos assistantes sociales, mais ce qui est important, c'est vraiment de susciter l'intérêt et l'implication de chacun. Bien entendu, on vous remercie grandement à toutes et à tous pour votre implication lors de cette journée de prévention de la santé mentale. Comme je le disais au début, c'est une journée qui est, faite pour, pouvoir s'exprimer sur les besoins psychologiques de chacun et pouvoir le démocratiser. Encore une fois, on ne va pas voir un psychologue que parce qu'on est fou, mais on peut aller voir juste parce qu'on a besoin de discuter et de se sentir en sécurité avec une personne qui ne va pas nous juger. C'est vraiment le plus important. Les discussions qui sont abordées durant cette journée, bien entendu qu'elles sont essentielles pour progresser collectivement et construire un cadre professionnel où tout un chacun peut s'épanouir. C'est important de faire de ces réflexions une priorité au quotidien. C'est important, comme disait, Julie tout à l'heure, de se poser la question, de se dire: «Comment je vais en ce moment? Comment, se passe enfin, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment je vais par rapport à ça?» et bien entendu, bah, si vous êtes, par exemple manager, de vous poser ces mêmes questions dans le cadre professionnel pour vos salariés, puisque c'est ensemble que nous cultivons un bien-être durable au travail. On vous remercie pour votre engagement, votre participation. On vous invite à vous rapprocher de nous si jamais vous avez des besoins, des questions, spécifiques, à ce que vous vivez au travail et bien entendu, l'équipe des psychologues, elle reste, à votre disposition. Merci.